Quelle est la qualité du club dans lequel tu évolues actuellement? Que vaut ce club par rapport aux objectifs que tu t'es fixés? Qu'est-ce qu'il y a, Jamil? Elle te dérange ma question? C'est pas intéressant le sujet? Eh ben, Jamil, Rémi, il n'est pas intéressant ce sujet? Oh, ne commence pas! Bon, en tout cas, on en parle. La qualité, la qualité, la qualité. Bonjour, je suis Jean-Serge Moulumba, le spécialiste de tes relations plus épanouies au quotidien. Pour parler de cette qualité, je vais m'appuyer sur le triangle de l'impossible cité par John Danaher dans son dernier DVD qui est Train Safe with John Danaher. Je me servirai aussi de quelques concepts glanés ça et là pour étoffer la réflexion. Le triangle en question, le voici. Comme tu peux le remarquer, au sommet de ce triangle, il y a la sécurité. Et à la base de ce triangle, on a d'un côté à gauche la technique et de l'autre côté à droite la compétition. Ce que veut dire John Danaher en présentant les choses de cette façon-là, c'est que lorsque l'on a la sécurité et que l'on met de l'emphase sur la sécurité, eh bien, on exclut la technique et on exclut aussi la compétition. Et lorsqu'on pose l'emphase maintenant sur la technique, eh bien, on exclut la sécurité et on exclut aussi la compétition. Puis en dernier, si on met seulement l'emphase sur la compétition, eh bien, cela exclut la sécurité tout en haut et la technique tout à gauche. Alors comment résoudre cet impossible triangle? Si on prend le pôle de la sécurité, John Danaher nous expose les idées suivantes qui sont que la sécurité se trouve au niveau physique, la sécurité se trouve aussi au niveau mental, la sécurité se trouve au niveau de la culture du club. Et il dit ensuite qu'en fonction de la culture du club, on aura des degrés de sécurité plus ou moins prononcés. Cette notion de culture lui tient très à cœur et il insiste lourdement là-dessus. D'ailleurs, personnellement, je trouve que pour accentuer même cette idée de la culture, on peut carrément poser la culture comme élément central de ce triangle et voir comment décliner cette culture sur le plan de la sécurité, sur le plan de la technique et sur le plan de la compétition. Donc, quand on prend cette culture et qu'on la décline au niveau de la sécurité, ça veut dire quoi exactement ? Eh bien, ça veut dire que dans ton club, il faudrait qu'il y ait une direction concernant la sécurité. À partir du moment où tu es dans un environnement où psychologiquement les choses sont contrôlées, où le caractère de chacun est canalisé par l'idée du contrôle émotionnel, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que les gens restent dans un comportement, une attitude correcte, eh bien, on tient une ligne de sécurité au niveau psychologique et mental. Alors, par rapport au mouvement, les choses qui posent le plus de problèmes d'après lui, c'est le mouvement du poids du corps, projection du poids du corps. Alors, pour cela, il dit qu'il y a des mouvements qu'il faut bannir. Ce sont par exemple le saut dans la garde, ce sont par exemple les Kani-Bassani qui sont déjà interdits. Faire attention aux projections au sol, à savoir donner la possibilité aux partenaires de savoir se réceptionner. Maintenant, si on part du principe que le jiu-jitsu est un art martial, un sport où il y a de l'opposition, de la confrontation, et donc il y a des choses qui sont inévitables, eh bien, comment faire en sorte de progresser, d'avoir un niveau conséquent et de gagner des compétitions par la suite sans passer par cet écueil de blessure? Eh bien, comme il le dit si bien, si on mise trop sur la sécurité, on exclut la technique et on exclut les compétitions parce que cela revient carrément à du solo drill, c'est-à-dire qu'on fait les choses tout seul, ce qui n'est pas possible pour progresser en jiu-jitsu. À partir de là, je pense qu'il faut introduire la notion de spectre. La sécurité est un spectre. Je pense que ce sera aussi le cas pour la technique qui est un spectre et la compétition d'ailleurs aussi qui est un spectre et on va y venir. Donc, faire en sorte qu'il n'y ait pas de débordement psychologique, de phénomènes de dictature, de phénomènes d'abus, d'insultes, de conflits d'ego, de bagarres, conflits de pouvoir où les gens veulent toujours avoir la place des autres, etc. De conflits d'exclusivité. Non, je suis le coach absolu. Non, il n'y a qu'ici qu'on peut avoir les vrais enseignements. Il n'y a que tel partenaire qui est capable de me donner les mêmes. Saute d'humeur, colère exacerbée, tendance aux humiliations. Toute cette cacophonie psychologique doit être mitigée et contrôlée.
De la même façon, il suggère une orientation vers le contrôle quand on parle des finalisations, quand on parle des soumissions, plus vers le contrôle que dans la vitesse d'exécution, plus que dans la vitesse, la rapidité, la brusquerie. Quand tu as la jambe de ton partenaire, tu n'arraches pas. Quand tu as le bras de ton partenaire, tu n'arraches pas l'épaule. Quand tu as le cou, etc., tu ne fais pas des cranks ou des choses qui sont brusques et abruptes et qui peuvent provoquer des blessures évitable. Maintenant, si tu descends sur le plan technique et que tu veuilles intégrer, par exemple, dans ton dojo, dans ton club, les leg locks. C'est très risqué comme technique, ça, évidemment, au début, et le risque est beaucoup plus grand au début, surtout que personne n'a vraiment la science de la chose. Les partenaires s'exposent les uns aux autres à des blessures s'il n'y a pas un cadre, s'il n'y a pas derrière un process qui permette de se familiariser progressivement à ces techniques-là. Et c'est pour cela qu'il est bon d'introduire sur le plan technique des notions comme introduction, isolation et intégration, avec l'idée de la résistance progressive pour permettre aux partenaires de graduellement se familiariser à la position, graduellement comprendre les breaking mechanics, son anatomie, sa physiologie, savoir quelles sont ses limites, ce qu'il peut tolérer et aussi la justesse du mouvement, etc. Avec un cadre aussi précis, on peut très progressivement monter en intensité jusqu'à arriver à une zone où l'intensité est forte, sachant que le mouvement est de plus en plus apprivoisé. Mais c'est vrai qu'en amont, il y a ce temps de latence, ce temps de préparation, ce temps de progression rythmique qui permet après de pouvoir les adapter en compétition. Concernant maintenant la compétition, il y a ce que ma tonton appelle la compétition non officielle, et puis il y a la compétition officielle. Alors comment résoudre maintenant la nature exclusive de la compétition vis-à-vis des pôles sécurité et pôles techniques? Pour moi, la meilleure façon d'explorer ce concept de compétition à la fois officielle et non officielle, c'est d'utiliser la notion d'équipe. Alors j'ai envie de citer 3 exemples. En premier, je vais citer celui de la Z-Team de Paris, avec comme athlète Reda Hamzaoui. Je le cite parce que j'ai eu l'occasion d'écouter une interview de lui sur Fight Time. Et donc, Reda dit qu'il a eu dès le début cette chance de tomber dans un environnement déjà prospère avec des coachs exceptionnels, c'est-à-dire que ce sont des coachs qui se sont occupés de lui non seulement techniquement mais aussi mentalement, à savoir s'occuper de la stabilité, comme il disait ça. Il devait être stable psychologiquement. Et les profs s'en préoccupaient non seulement sur le tatami, mais aussi en dehors. Il dit aussi qu'il a cette chance de tomber sur des partenaires qui étaient déjà au niveau européen, donc il le tirait vers le haut, et qu'il a pu en bénéficier de cette façon-là au niveau technique. Il dit qu'à l'entraînement, tout le monde est impliqué, que l'on soit quelqu'un qui fait des compétitions officielles ou que l'on soit quelqu'un qui s'entraîne juste dans le club, tout le monde est impliqué dans les entraînements et tout le monde y va à fond. Il rajoute la mention non négligeable qui est que tout le monde se respecte, tout le monde a de l'égard les uns pour les autres et ils ont la réputation d'être toujours en soutien mutuel les uns pour les autres. Alors, quel est le régime de l'entraînement de Reda qui a quand même fait double gold au dernier championnat d'Europe? Alors, dans cette interview qu'il a donnée, il disait qu'il s'entraînait du lundi au vendredi. Le lundi, le mercredi et le vendredi, de 10h à midi, il avait une préparation physique. Toujours le lundi, le mercredi et le vendredi, à 15h, il y avait un entraînement technique. Et puis, tous les jours, du lundi au jeudi, il y avait l'entraînement du soir. Donc, il y a une préparation physique qui est à part. Il y a un entraînement technique qui est aussi à part. Et après, il y a un entraînement que je qualifierais de régulier, qui est lui aussi à part. Dans l'entraînement régulier, bien sûr, il y a de la bagarre type compétition quand on est dans la zone compétition. Donc la compétition, pour résumer, c'est cette culture d'une équipe qui est au service de résultats aussi bien individuels que collectifs. Quand je regarde cette recette de cette façon-là, c'est ce qui m'explique aussi la victoire, par exemple, de Pedigo Submission Fighting, qui présente beaucoup d'éléments en ce moment. On a Michael Pixley, on a Jacob Couch, on a les frères Andrew et Bird Whistler. On a même Mikey Musumeci qui a aussi gagné les Worlds, qui a rejoint cette équipe de Pedigo Submission Fighting autour de Pedigo.
Ils ont effectué tout récemment dans un format avant-gardiste toute une tournée de séminaires en Grande-Bretagne où ils ont pu faire profiter de nombreux stagiaires de leur savoir mais aussi de leur façon d'entretenir le succès aussi bien individuel que par équipe. Alors ce que j'ai trouvé formidable dans cette tournée en Grande-Bretagne, c'est que Heath Pedigo, le head coach, s'est servi de ses athlètes pour distribuer une information. Il n'est pas allé simplement comme étant le principal enseignant pour distribuer de l'information, non. Il s'est servi de son équipe pour l'assister dans cette tâche-là. Avec cette tournée en Angleterre faite dans ce format-là, Heath Pedigo de Daisy Fresh nous montre que le travail en équipe, c'est enseigner. Le travail en équipe, c'est s'entraîner ensemble. Le travail en équipe, c'est aller en compétition ensemble. C'est réellement une culture. Évidemment, lorsque tu observes ce qui se passe à la New Wave Jiu-Jitsu, la nouvelle équipe de John Danaher autour de Gordon Ryan, autour de Luke Griffiths, la nouvelle révélation autour de Gary Tonon, autour de ces athlètes-là, eh bien tu constates que la recette est presque la même. Et si tu vas vers la B-Team, autour de Nicky Rod, autour de Nicky Ryan, autour de Craig Jones, eh bien tu verras que la formule est presque la même, c'est-à-dire que la compétition, la technique et la sécurité se tiennent dans ce bouillon de culture. Une culture qui est orientée vers une équipe qui sait s'occuper aussi bien de la sécurité que de la progression technique, que de la compétition. Imagine maintenant que tu sois dans un club où il n'y a pas une culture qui soit basée sur ce triangle-là. Comment est-ce que tu peux faire? Comment est-ce que tu peux évoluer? Eh bien, c'est à toi de prendre ce triangle et de le personnaliser, de voir où est-ce que tu peux créer ta sécurité, comment est-ce que tu peux t'organiser pour progresser techniquement et qu'est-ce que tu veux faire au niveau de la compétition. Faire en sorte qu'il y ait une harmonie entre ces trois pôles à ton échelle individuelle et puis après essayer d'acclimater cette échelle individuelle au niveau de l'ensemble plus général. Faire attention à tes humeurs, faire attention à ta morale, faire attention à ta forme physique, prendre soin de ta préparation physique, faire attention à la qualité de tes entraînements, des sparring, savoir quand est-ce que tu vas faire monter les intensités ou les faire baisser, savoir quand est-ce que c'est nécessaire ou quand est-ce que ce n'est pas nécessaire, éviter les partenaires trop violents ou trop brusques quand il n'y a pas de consentement mutuel à s'entraîner dans une certaine formule, créer une sorte de formule personnalisée qui te permet de naviguer tranquillement les entraînements. Voilà pour l'impossible triangle qui te permet de t'entraîner toujours du côté gold et de ne jamais être cheap, quelle que soit la situation, quel que soit l'environnement. Et moi je te dis à la prochaine vidéo. Salut, c'est Jean-Serge Moumba, le spécialiste de tes relations plus épanouies au quotidien. Voilà, c'est la chaîne JSM Instant. Sache que tu peux la soutenir de plusieurs façons. La façon qui te convient le mieux, bien sûr. Le moindre soutien sera très très apprécié. Tu as PayPal, tu as la boutique, tu as aussi le Tipeee. Tu peux faire un don qui te convient et ça sera le bienvenu. Et je t'en remercie d'avance. Tu peux aussi, évidemment, partager les vidéos autour de toi, partager le contenu à des personnes pour lesquelles tu penses que ça peut être très utile. Voilà, je te dis à la prochaine vidéo.